quitte l'Alsace, hein, le projet SMIR, et on va vers Bordeaux, où Louis Bigot donc, dirige les SCRIM, le studio de création et de recherche en informatique et musique expérimentale hein, du l'ABRI, hein, donc le laboratoire bordelaise d'informatique. Et voilà, donc présentation des activités en lien avec l'informatique et les maths et la musique. Merci de me donner l'occasion donc de parler de notre activité au SCRIM. Donc le SCRIM que moi j'ai rejoint il y a 2 ans et demi, mais le SCRIM en fait est une très vieille équipe puisqu'elle a elle a quasiment 25 ans maintenant. Donc elle a été fondée par ma prédécesseure Myriam de Sainte-Catherine et puis voilà, j'en ai repris, j'ai eu la chance d'en reprendre la responsabilité il y a 2 ans et demi. Alors on est localisé dans l'université de Bordeaux. Et en fait, en termes de statut, le SCRIM est une plateforme de recherche, donc c'est un petit peu comme une équipe de recherche, mais qui a vocation à être tournée vers une communauté, donc en l'occurrence la communauté artistique et puis plus généralement le grand public. C'est également ce qu'on appelle un groupement d'intérêt scientifique, qui a 6 parties, hein, qui sont l'Université de Bordeaux, Bordeaux INP et le CNRS, et le ministère de la Culture, la région Nouvelle-Aquitaine et la ville de Bordeaux via le conservatoire de Bordeaux, donc, avec lequel on collabore régulièrement et qui nous soutient. On a également des lieux, on a la chance de bénéficier de lieux singuliers pour nos travaux, notamment un studio, une cabine insonorisée, ce qu'on appelle le dôme 3D, en fait, que vous voyez au milieu, c'est une organisation de 25 haut-parleurs en sphère autour de l'auditeur et qui permet de faire déplacer une source sonore et simuler un mouvement sonore avec des algorithmes du coup, qui gèrent cette répartition du son dans les 25 haut-parleurs, comme le fait un algorithme qui gère la répartition du son dans de la stéréo, par exemple. On va en reparler un petit peu après. Et dans le laboratoire bordelais de recherche en informatique, auquel on est rattaché, on bénéficie d'une salle modulaire, la salle Hémicyclia, voilà, que vous voyez, qui nous permet d'accueillir des artistes en résidence, de faire des restitutions, organiser des séminaires et voir des petits concerts de temps en temps. Au niveau de notre activité, donc on s'intéresse à toutes les disciplines scientifiques qui peuvent avoir un lien avec la musique. En particulier, c'est essentiellement de l'informatique et de l'IA, également du traitement du signal, de l'acoustique et de la spatialisation. Du moment qu'ils aboutissent qui donnent lieu à des travaux au service de la pratique musicale. Dans ces différentes dimensions, moi j'en vois 5 essentielles, la composition, la performance, l'analyse, l'écoute et la pédagogie. Et c'est essentiellement la composition et la performance qui font l'objet des volets principaux de notre activité que je vais décrire juste après. En fait, notre activité, elle s'articule autour d'un projet qui est celui de concevoir des outils qui visent à enrichir et élargir l'accès à la pratique musicale dans ces différentes dimensions. Alors justement, donc cette pratique musicale, il y a un volet important, le plus important en ce moment, c'est celui dans notre activité, c'est celui de la création, de la composition. Et dans ce cadre, alors j'ai oublié de dire, oui, donc je suis arrivé il y a 2 ans et demi, et avant, j'étais dans l'équipe Algomus de l'Université de Lille, dont vous allez entendre parler juste après, ce qui explique de nombreuses collaborations avec cette équipe qui se poursuivent et qui, j'espère, vont continuer à se poursuivre, bien évidemment. Et parmi ces collaborations, il y a la conception d'algorithmes pour enrichir la composition de musique pour guitare. Donc un projet qui avait commencé à Lille, qui est financé par l'Agence nationale de la recherche, c'est le projet Tabasco, et qui a donné lieu notamment à une thèse qui a été soutenue à l'automne, celle d'Alexandre Douge, que je co-encadrais avec Ken Deguernel et Mathieu Giraud, donc à l'Université de Lille. Là, ce que vous voyez en bas à gauche, en fait, c'est le problème qu'on a appelé celui de la continuation par imitation de texture, où en fait, vous avez un bout de partition. Alors c'est plus qu'une partition parce qu'on voit des chiffres en dessous, c'est une tablature de guitare. Donc les guitaristes connaissent bien cette représentation des positions des doigts sur le manche, parce qu'en fait une note à la guitare on peut la jouer à différentes positions, donc il faut décider où on la joue, et la tablature là, qui représente du coup plus le geste que le contenu musical permet de faciliter l'interprétation d'une partition par des guitaristes, notamment par les guitaristes débutants. Donc c'est un mode de représentation très populaire, et du point de vue informatique en fait la modélisation de tablature est intéressante puisqu'elle est associée à
on demande à un algorithme de modéliser un geste, et non pas forcément un contenu musical comme on le fait avec les partitions standards. Et sachant que ces gestes, on sait qu'ils sont un peu des moyens de véhiculer l'information entre les guitaristes, qui se montrent des choses souvent beaucoup plus gestuellement, notamment des musiques actuelles, que par le nom des notes et par le contenu musical au terme de la notation standard, telle qu'on a l'habitude de le voir dans d'autres répertoires, comme la musique classique par exemple. Donc, il y avait cette idée de modéliser le geste, avec cette question qui est là symbolisée par le point d'interrogation, qui est de dire, en fait, si l'algorithme a connaissance d'un début, en fait, donc ce qu'on pourrait appeler un prompt aujourd'hui, avec les techniques d'IA modernes, et si on est sur de la guitare d'accompagnement qui, généralement en musique actuelle, est relativement uniforme en termes de texture, en termes de style, qu'est-ce que tu me proposes pour la suite, sachant que je change d'accord? C'est-à-dire, je veux que tu me respectes d'autres notes qui peuvent être jouées à différents endroits du manche, je veux que tu me fasses un truc qui soit jouable à la fin, et puis qui préserve un petit peu l'esprit de ce que j'avais mis, voire peut-être mettre des contrastes, parce que parfois, en musique actuelle, au bout de 3 mesures, la 4e, on a envie qu'elle change un peu pour pas trop qu'on s'ennuie. Donc, il y a tout un tas de paramètres comme ça qui peuvent être intéressants pour l'utilisateur de ce type d'outil, et la continuation par imitation de texture, il y a un problème qui nous anime, qui nous intéresse encore beaucoup dans l'équipe. Et dans l'idée de donner l'accès en fait à ces outils à des guitaristes, à des musiciens, à des non-informaticiens, il y a cette idée ce souhait de développer des interfaces web, un petit peu comme dans l'esprit de ce qu'a montré Moreno dans le projet SMIR. Donc là, c'est les travaux de Léo Dupoué, qui travaille encore actuellement sur cette interface. Alors, il y a une petite démonstration. En fait, vous allez entendre en fait, l'utilisateur qui sélectionne une mesure et demande à l'algorithme un contenu alternatif. Donc, c'est un morceau bien connu, et puis il va choisir un autre accord pour que l'algorithme modifie les notes, pas trop pour qu'on garde l'esprit stylistique, mais suffisamment pour dire oui, effectivement, c'est un nouvel accord, c'est pas celui qu'il y avait avant. Alors, c'est un son MIDI, désolé pour la qualité sonore. Voilà, une arpège bien connue de Hotel California. Et puis là, il va changer la mesure du milieu. En fait, ça semble un problème assez simple, et en fait, il est beaucoup moins qu'il n'y paraît, en fait, on se rend compte, parce que les arpèges, en fait, changent bien plus qu'on ne le pense dans la pop, et font l'objet de plein de petites variations qui sont justement les choses intéressantes et qui sont les choses les plus dures à modéliser par les algorithmes. Donc, on a pas mal de réflexions autour de ces choses-là. Et c'est un projet qu'on souhaite continuer, enfin qui continue actuellement avec différents axes. Alors il y a donc le travail de Luca Desfarges qui vient de rejoindre l'équipe, et sur l'analyse musicale computationnelle de corpus et de tablature, et avec cette idée de dire la continuation en fait elle agit par similarité. Est-ce qu'on peut déjà étudier un répertoire existant, un corpus existant? On a des données à disposition grâce à une collaboration industrielle avec Arobas Music, qui édite le logiciel Guitar Pro que vous voyez en bas à gauche, et qui nous donne, on a la chance de bénéficier d'un gros corpus de partitions, et dans lequel on peut étudier en fait comment se manifestent ces textures, ces stratégies de composition dans la guitare rythmique, avec l'espoir de les organiser dans un espace qui peut être soit construit de manière explicite avec des descripteurs texturaux dont on pressent dont on a envie d'être conscient pour une navigation en connaissance de cause, ou alors qui peut être construit de manière plutôt non supervisée, comme un espace latent ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on va comparer. Et puis, c'est un travail qui a vocation à s'inspirer des travaux sur la modélisation de texture qu'on a fait auparavant avec mes collègues Louis Puturé et Florence Levé, et qui, j'espère, pourra se continuer, mais avec un volet musique actuelle. Afin pareil, dans un esprit d'interface d'utilisation de ces outils, on a donc Ricardo Simonetta, postdoc, là, qui travaille sur la transcription automatique. Donc ça, c'est un problème bien connu dans notre communauté informatique musicale. Le problème, il est très bien défini. C'est j'ai un enregistrement d'un instrument, un enregistrement audio, et j'aimerais en obtenir la partition. J'aimerais en obtenir une partition. C'est évidemment plus ou moins dur selon ce qui est joué, selon l'instrument, selon son timbre, selon s'il y a plusieurs instruments qui jouent ensemble. Et dans le cas de la guitare, il y a une difficulté particulière qui est celle que j'évoquais, qui est de dire qu'une note, une hauteur, une fréquence peut faire l'objet de différents gestes, de différentes positions sur le manche.
Donc voilà, ça fait appel à du traitement du signal, aussi des considérations acoustiques pour détecter de quel corde il s'agit. Et c'est un problème qui a probablement vocation à être résolu dans les prochaines années, vu les progrès de l'IA en traitement du signal. Mais pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Et nous, ce dont on rêve, c'est vraiment d'avoir une guitare devant un ordinateur, de jouer et en temps réel voir les notes qui s'affichent. Et ça ne marche pas pour l'instant. Ça n'existe pas. C'est un problème sur lequel il y a encore des choses à faire. Et puis en reparlant de l'espace en fait en haut, un gros axe de recherche qu'on souhaite développer, c'est le transfert de style, qui consiste à dire, en fait, j'ai un contenu musical et j'aimerais qu'il ressemble un peu plus à un autre, mais sans devenir l'autre quand même. Qu'est-ce qui se passe si je me mets entre deux points de l'espace que vous voyez en haut à gauche? Est-ce que je suis dans un espace continu? Est-ce que mes algorithmes peuvent me permettre de me positionner un petit peu où je veux en prenant en compte cette organisation? Ça, c'est une thèse qu'on espère qui va commencer l'année prochaine, ou peut-être celle d'après, mais en tout cas, il y a de belles choses à faire dans ce domaine-là. Et puis voilà, je parlais du travail de Léo Dupouet qui spécialise son activité de développement en ce moment en collaboration très proche avec Algomus, puisque l'idée ici c'est d'intégrer les représentations de tablature dans le logiciel d'Ezran, dont je suis sûr qu'on va entendre bien, dont on va avoir une présentation juste après, mais d'Ezran qui n'avait pas jusqu'à il y a récemment cette possibilité d'afficher les tablatures. Et là l'idée c'est que non seulement on ait évidemment la visualisation, mais également la possibilité d'interagir avec des algorithmes pour aider la composition. Voilà, ce qui est un petit peu différent de l'idée seule de visualisation. Et en fait, toutes ces personnes vont travailler ensemble sur un nouveau projet qui commence dans quelques semaines, qui est une résidence artistique de Benoît Carré, qu'on est super content d'accueillir. Donc Benoît Carré est auteur-compositeur et s'intéresse beaucoup aux approches liées à l'IA pour créer. Et on élabore ensemble un projet qui s'appelle Carte musicale, qui est en fait très lié à ce que j'ai décrit en haut à gauche, et c'est très amusant parce qu'on s'est intéressé aux mêmes choses, mais de manière complètement séparée, et on s'en est rendu compte par chance qu'en fait on était sur cette idée de navigation, de pouvoir naviguer dans un espace organisé, mais dont on maîtrise tout à fait les dimensions. C'est-à-dire on sait très bien que si on va dans un sens, c'est pour modifier la richesse harmonique ou la complexité mélodique, et il y a cette idée que l'utilisateur doit être parfaitement conscient de la manière dont il se déplace. Il n'est pas dans une optique de découverte agnostique, mais plutôt de se dire en fait voilà, j'aimerais aller plus par là, et si j'ai quelque chose de nouveau, où il se situe par rapport au corpus qui m'intéresse. C'est-à-dire que je suis dans un certain style, je connais les premières expériences de Benoît en fait étaient avec les standards de jazz du Real Book, et disait en fait je vais mettre tous mes standards de jazz, c'est-à-dire des mélodies accompagnées d'accords, dans cet espace qui s'organise de manière, en fonction de la complexité harmonique, pour que si je joue quelque chose de nouveau, que je vois qui sont mes plus proches voisins, que je vois du côté de l'espace où je me suis, il y a qui autour en fait, et où est-ce que je me suis mis un peu naturellement. Et puis tous ces travaux, on essaye évidemment de communiquer autour, mais ça j'en reparlerai un petit peu après, avec des activités de médiation, mais il y a quand même un public particulièrement visé qui est celui des scènes de musique actuelles. Il y en a 4 à Bordeaux. Le pôle d'enseignement supérieur de musique et de danse avec lequel on souhaite également parler un peu de ces choses-là, le conservatoire, et afin d'être en contact avec les guitaristes, pour orienter nos projets de recherche, mais aussi pour valider nos outils après, pour avoir un maximum de retours, éviter de faire de la recherche hors sol. Mais ça, c'est une question compliquée. C'est assez dur à faire. Alors là, c'est une autre expérience qu'on a fait autour de la guitare, mais cette fois qui n'est pas sur l'écriture et la notation en tant que telle, mais sur la spatialisation, dont je parlais tout à l'heure avec le dôme sonore. La spatialisation, c'est quelque chose qui a majoritairement lieu sur des répertoires de musique contemporaine. Et en fait, là, il y avait un groupe de métal en fait, avec lequel on est en contact qui était intéressé par ce procédé, ce qui est assez rare. Je pense qu'il y a très peu de groupes de métal qui sont spatialisés. Quand je dis spatialisé, c'est au-delà de la stéréo. Et donc, on a voulu expérimenter un concert de métal en quadriphonie. Donc la quadriphonie, ça veut dire 4 haut-parleurs, donc généralement vous avez de la stéréo, vous avez des choses à gauche et à droite qui peuvent être différentes, quoiqu'en concert c'est pas toujours systématique, parfois c'est la même chose. Et là l'idée c'est qu'il y ait aussi 2 haut-parleurs derrière, ce qui peut être très perturbant, parce qu'en fait vous avez les musiciens devant vous et parfois vous n'avez pas de son qui vient de devant, tout le son vient de derrière.
D'ailleurs, il a fallu qu'on demande au batteur de jouer sur une batterie électronique parce qu'évidemment, si à un moment on veut que le son ne vienne que de derrière, il ne faut pas qu'il y ait de son qui vienne de la scène en direct. C'était assez particulier, mais on a eu, ça a rencontré un bon succès et un gros intérêt au niveau du public. Et on a développé une petite interface que vous voyez en bas à droite qui permet de visualiser, d'avoir un retour de ce qui se passe. Donc les petits ronds que vous voyez, en fait, ce sont les différents instruments. On va les voir bouger. En bas, ce que vous voyez, c'est le travail de stage de Lucas Brouet qui modélisait les corrélations en fait, entre les mouvements des sources sonores faites par un artiste en fait, qui faisait de la spatialisation et la structure des chansons. C'est-à-dire est-ce qu'on est sur des couplets, des refrains, des solos, des choses comme ça, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on tend à avoir envie de changer la spatialisation en fonction de là où on est dans une musique. On va écouter le début, mais attention, ne sursautez pas parce que voilà, c'est un peu fort, c'est du métal et je ne sais pas comment sont réglés les volumes, alors on va voir. Hein. Ça va, c'est ça. Alors on n'est qu'en stéréo, mais on a un petit rendu quand même de ce que rendrait la spatialisation en quadriphonie. Alors, juste, en fait, le carré en fait, autour duquel tournent les sources sonores, c'est la scène vue d'en haut. Et évidemment, les musiciens qui sont sur scène n'ont aucun retour de la spatialisation. Ils sont avec leur retour, ils sont sur scène, mais c'est uniquement pour le public. Donc c'était un peu frustrant parce que tout le monde a vu ce que ça donnait, sauf les musiciens, eux. Voilà, alors d'autres travaux au fait qu'on continue, alors qu'on était initiés dans l'équipe Algomus, mais sur lequel je continue à travailler avec mes collègues Michael Keller et Viet Tuan Lee, donc avec les équipes Magnet et Algomus. Et là, alors c'est très différent, mais c'est toujours dans la partie composition, puisqu'en fait, l'idée ici est d'étudier le comportement des algorithmes des réseaux de neurones transformers, qui font partie des algorithmes les plus utilisés aujourd'hui en génération de représentation musicale symbolique, et de comprendre comment ils marchent. Parce qu'en fait, ces algorithmes, ils ont été à la base imaginés pour modéliser du texte, et pas de la musique. Et alors évidemment, on peut en bénéficier en musique en représentant la musique sous forme de texte, sauf que représenter la musique sous forme de texte, c'est pas du tout trivial, parce que le texte, par exemple, ne peut pas encoder le principe de simultanéité entre les notes. Le texte n'est pas fait non plus pour encoder les positions précises dans le temps des éléments, puisque en fait, les mots sont pas liés à un espace métrique temporel sous-jacent, comme le sont les notes d'une partition. Donc il y a quand même plein de problèmes qu'on essaye d'étudier pour voir un petit peu. Alors c'est des problèmes qui généralement sont quand même contournés et résolus à force de rajouter de la donnée et ça finit par marcher. Mais voilà, on essaye de quand même ouvrir un petit peu les boîtes et de regarder comment s'opère ce transfert conceptuel du traitement du langage naturel au traitement des représentations symboliques et savoir là où ça décroche, là ça pourrait être amélioré et essayer de comprendre en fait ce qui se passe dans la tête d'un transformer lorsqu'il génère de la musique parce qu'on n'en a pas trop d'idées contrairement au texte, où là, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour montrer que, il apprend la grammaire, il comprend les liens entre les articles, les noms, etc. Mais bon, en musique, on ne raisonne pas dans ces termes, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà, donc ça, c'est des travaux qu'on continue et qui donnent lieu à des réflexions un peu plus haut niveau, un peu plus épistémologiques sur les parallèles entre langage et musique. C'est des choses qu'on aime bien poursuivre aussi. Alors là, c'est le deuxième volet en fait de notre activité, plus sur la performance musicale, les outils pour la performance musicale, qui s'articulent essentiellement autour du métapiano, qui est un outil en fait qui est élaboré entre autres au Scream, mais depuis de nombreuses années, et que moi j'ai eu un grand intérêt à découvrir lors de mon arrivée. Alors le métapiano, c'est un instrument qui est super parce qu'il fait aucune fausse note. Il fait aucune fausse note parce qu'en fait il connaît la partition que vous allez jouer. C'est-à-dire que quelle que soit la touche sur laquelle vous appuyez, sur votre piano, il jouera la bonne note. Donc c'est très pratique. Mais alors du coup, à quoi vous servez, vous en fait, il faut quand même vous servez à décider quand la note a lieu. Donc vous donnez le rythme, et puis à quelle force elle est jouée. Donc la nuance. Donc en fait, ce que vous contrôlez, c'est l'expressivité. Et puis le problème des fausses notes, vous laissez ça au programme. Alors, c'est pas forcément un outil qui est bien pour les gens qui veulent apprendre le piano. Moi, je préfère le voir comme un outil qui est utile pour les gens qui n'auraient pas joué de piano.
Et pour des gens qui n'auraient pas joué de piano, et voir des gens aussi dans des situations particulières, puisqu'en fait, vu que ça nécessite moins de mobilité qu'un instrument normal, c'est la promesse aussi peut-être de s'ouvrir à des publics en situation de handicap physique, par exemple. Alors, on va voir une petite vidéo donc de Jean Horry, qui est le concepteur, l'inventeur du métapiano à la base, et ça remonte à plusieurs années, à même plus d'une dizaine d'années. Comme la note n'a pas d'importance, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de touches. 2 touches suffisent. Voilà, ça c'est nos collègues de Puce-Muse qui ont expérimenté ça, mais donc pas forcément avec un piano, mais en fait simplement avec 2 boutons déjà. L'espoir, c'est de faire toucher du doigt à des gens, ce que ressentent des gens qui se concentrent sur l'expressivité musicale lorsqu'ils ont passé toutes les années nécessaires à déjà jouer le morceau sans faire de fausses notes. Okay, et ça marche très bien dans des ateliers pédagogiques avec des jeunes publics et des publics variés. On fait, par exemple, aux journées portes ouvertes, on adore sortir cet atelier, ça marche toujours très bien. Et on essaie d'enrichir le catalogue en ligne. Alors c'est l'application donc le métapiano est aujourd'hui accessible sous la forme d'une application web qui est accessible en ligne et en fait qui marche même si vous n'avez pas de piano branché, même si vous n'avez pas d'appareil, juste avec les touches de votre ordinateur, vous pouvez lire une partition. Moi je vois ça aussi comme un player, c'est-à-dire un bouton play. Quand vous avez un bouton play sur une partition pour écouter la partition, mais un bouton play un peu amélioré, c'est-à-dire qu'il faut appuyer play à chaque note, donc vous devez quand même décider, en fait, vous devez vous mouiller un peu pour le rythme de l'interprétation et les nuances. Donc voilà. Donc ça c'est accessible sur internet, puis on essaye d'élaborer plein de fonctionnalités autour de cette idée d'instruments simplifiés. Il y en a une qui me semble intéressante, c'est la possibilité de faire jouer des gens ensemble, pareil de manière simplifiée. Donc on pourrait imaginer un accompagnement de karaoké par exemple, avec en plus du chanteur, la personne qui accompagne à côté avec une représentation simplifiée du rythme présupposé de l'accompagnement. On peut imaginer plein de choses. On a eu un stage donc sur cette idée du geste non expert, hein, on appelle ça vraiment un geste non expert, puisque la personne elle fait un geste simplifié, mais pour non pas avec la main, mais avec ce qu'on appelait un geste vocal. C'est-à-dire que la personne en fait était devant un micro et avec des syllabes parvenait à faire guider en fait le déroulement, la lecture d'une mélodie, d'un morceau qui était préenregistré ou d'une partition préenregistrée. Et simplement avec un micro, guider la lecture. Donc ce qui sortait des haut-parleurs, c'était pas du tout la voix de la personne. Par contre, le morceau qui était préenregistré, qui était préparé, la manière dont il était interprété, la vitesse et les variations de nuances, elle dépendait de ce qui était enregistré dans le micro. Okay, et puis on a expérimenté aussi le principe d'improvisation avec le métapiano, ce qui est un peu contradictoire parce que par définition dans le métapiano, il faut qu'il y ait une partition préenregistrée. L'improvisation, c'était plutôt l'idée de se dire mais est-ce qu'on peut demander à un utilisateur de produire un geste dont il pressent qu'il est vraisemblable en termes d'improvisation, c'est-à-dire on va le laisser choisir quand il doit y avoir une note, on va le laisser choisir si cette note doit être plus haute que celle d'avant, plus basse que celle d'avant, bien plus haute ou bien plus basse. Par contre, c'est l'algorithme qui en temps réel va décider de la hauteur la plus judicieuse à faire en fonction d'un corpus de référence sur lequel il s'est entraîné. En fait, moi, ça me fait penser à une discipline qui est très populaire, qui s'appelle le air guitar. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des compétitions de air guitar, c'est saisissant. Il y a des gens qui font semblant de jouer de la guitare, mais ils n'ont pas de guitare. Généralement, ce sont des non-guitaristes, mais ils produisent avec beaucoup de concentration un geste qu'ils pressentent être le plus proche et le plus représentatif de ce que fait vraiment un guitariste. Et donc il y a vraiment cette idée de geste non expert, mais une envie en fait chez des non-musiciens, voilà, de reproduire ces gestes et d'avoir quelque chose derrière. Alors le principe du métapiano, là aussi on s'est amusé à le mettre dans une installation interactive qu'on a installée pour les Journées européennes du patrimoine. Ça c'est un projet avec l'Opéra national de Bordeaux. Et on va regarder une petite vidéo. La Nuit des escaliers, organisée par l'Opéra à Bordeaux, c'est un ensemble d'escaliers qui sont tous animés musicalement par différents instituts en lien avec la musique.
Alors on a rajouté la représentation de Tonnet, donc ce que vous voyez en bas à gauche, c'est l'application de Tonnet, ce que Moreno a montré tout à l'heure. Et là on a le métapiano, c'est-à-dire que, quelle que soit la marche, peu importe, il y a juste le rythme qui compte pour interpréter le prélude de Bach derrière. Voilà. On a des modes quand ça va vite où c'est carrément une mesure qui est interprétée à chaque marche. Et on a rapidement vu qu'en fait les personnes les plus avantagées étaient les publics les plus jeunes. Et que pour nous c'était très difficile d'aller au bout d'un morceau de musique. Et alors ce qui était très amusant, c'est vu qu'on n'était que sur 10 marches, les gens avaient envie de ne pas interrompre les morceaux et faisaient la queue et attendaient vraiment de partir au bon moment pour surtout ne pas interrompre le morceau de musique, ce qui était assez amusant. Ouais, puis quand c'est des morceaux connus, ça marche encore mieux, bien sûr. Voilà. Donc ça fait partie d'un ensemble d'actions de médiation qu'on essaye de poursuivre un maximum pendant l'année, puisqu'on a ce statut de plateforme dont je parlais au début, qui a vraiment vocation à être ouvert vers le grand public et vers une communauté. Alors dans ce cadre, on intervient dans les parcours EAC, éducation artistique et culturelle, donc on intervient dans des classes avec des différents outils comme le métapiano, et puis on les accueille à leur tour pour qu'ils voient dans les universités comment ça se passe, avoir une expérience de spatialisation, écouter de la musique diffusée sur 25 haut-parleurs en sphère. Ce sera peut-être la seule fois de leur vie, parce que c'est quand même assez rare d'écouter de la musique sur 25 haut-parleurs en sphère autour de soi. Et voilà, on participe à des podcasts, à des expositions. Là, ce que vous voyez au milieu, c'est des affiches qu'on a créées avec une école de musique, en fait, c'est autour du thème musique et IA. Donc 5 bâches sur les différents sujets de recherche qui ont lieu au Scrim, mais aussi dans les équipes, chez les collègues, notamment donc, des travaux de Algomus. Et c'est une exposition mobile qui se balade dans la métropole bordelaise. Voilà. Comme on a du matériel super chouette, on essaie de le mettre à disposition des artistes pour leur création, donc ce qu'on appelle la mise à disposition de ressources. Et chaque année, on a le plaisir d'accueillir des artistes dans nos locaux et idéalement, on essaie de travailler avec eux, comme ça va être le cas avec Benoît Carré, pour faire vraiment ce qu'on appelle une résidence artistique, où il y a vraiment une collaboration entre chercheurs et artistes. Ce qui n'est pas toujours facile à faire. Et je vais m'arrêter là. Et voilà. Merci. Magnifique voyage à Bordeaux. Oui. Merci. Pour la partie tablature, est-ce que vous avez intégré les contraintes physiologiques ? C'est-à-dire on peut pas faire toutes les extensions possibles avec la main gauche, par exemple ? Oui, absolument. Alors en fait, on présuppose que vu que c'est basé sur de l'apprentissage automatique, le modèle n'a pas l'habitude de voir des choses injouables. Donc en principe, il ne génère pas de choses injouables. Et je dis en principe parce que ça dépend de l'artiste. Oui, alors on n'a pas tous les mêmes mains, c'est vrai. Il y a des choses qui sont plus dures à jouer que d'autres. C'est quelque chose qu'on essaye d'intégrer. En tout cas, c'est quelque chose qu'on sait mesurer assez facilement. C'est-à-dire qu'on peut évaluer la qualité du matériel généré au regard simplement de la jouabilité. Par exemple, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est sur un gros corpus, voir par exemple quel est ce qu'on appelle le handspan, c'est-à-dire le nombre de frettes maximum qu'une main est capable de faire. On a vu que c'était 5. On n'a pas vu dans le corpus nulle part ailleurs, c'est déjà beaucoup. Et en haut du manche, c'est plus facile parce que les frettes sont étroites. Mais donc on sait que même si c'est possible de faire 5, en fait, ça va quand même faire perdre des points en principe au score de ce qui est généré. Donc on a quand même on a tout à fait des outils pour contrôler ça. D'accord. Vous travaillez sur d'autres instruments ? En ce moment, on travaille essentiellement sur la guitare, mais en fait, c'est très lié à des travaux qu'on pourrait faire ou qu'on a fait sur le piano. Je mentionnais les travaux de thèse de Louis Couturier parce que c'est très proche, en fait, notamment en fait, là, ce sur quoi on s'intéresse beaucoup en ce moment, c'est les parties d'accompagnement. Donc, le piano et la guitare sont des instruments privilégiés dans le répertoire des musiques actuelles. Parce qu'il y a tout un tas de choses intéressantes sur les changements de texture et sur le style qui est véhiculé dans les parties d'accompagnement. Donc c'est essentiellement la guitare et le piano qui nous intéressent en ce moment, mais on est totalement ouvert à tous les autres instruments.
Merci pour cette présentation. Un peu sur le même sujet, on a vu les tablatures générées pour générer de la musique, en fait, mais est-ce que il y a aussi vous avez travaillé sur des applications pour partir d'une partition classique et générer une tablature adaptée? Parce que je pense aux musiciens amateurs, débutants, qui voudraient un outil pour aider à lire ces partitions qui sont parfois assez difficiles. Et en fait, plus généralement, vous avez beaucoup de choses pour les musiciens professionnels et aussi pour le grand public non musicien. Et je me demande si vous avez aussi des projets pour les musiciens amateurs, débutants, et aussi avec les enseignants pour créer des outils pédagogiques pour ces gens-là. Ouais. Alors pour la première question, en fait, c'est l'idée de dire on a une partition en notation standard, c'est-à-dire avec des notes, et en fait on aimerait en avoir une tablature, c'est-à-dire avoir les positions. Ça c'est une tâche qui est bien connue dans le Music Information Retrieval, qui s'appelle le fingering. Et en fait, donc depuis même bien avant les réseaux de neurones, il y avait des algorithmes qui étaient proposés pour dire voilà, étant donné telle partition, voilà, c'est un problème qui est bien défini. Donc ça, il y a pas mal de choses. On ne travaille pas spécifiquement dessus, mais on travaille en fait de manière implicite dessus dans la tâche de transcription, parce qu'en fait la transcription automatique qui fait audio to tablature, elle ne passe pas forcément de manière explicite par l'étape de la notation standard, elle ne procède pas forcément en deux temps, elle peut y aller, mais elle se pose quand même la question de où jouer les choses. Donc, et absolument, c'est quelque chose qui est très riche pour les amateurs d'avoir tout d'un coup, tout de suite accès à la représentation du geste. Tous les enseignants ne sont pas d'accord avec ça d'ailleurs. Il y a des enseignants qui considèrent que la représentation du geste est un peu dommage parce que justement... Et pour la deuxième question, en fait je pense qu'on s'adresse davantage à des amateurs qu'à des professionnels. C'est-à-dire que les professionnels, ils sont intéressés par ces outils. Pour qu'ils en aient besoin, il faudrait que ça fasse vraiment l'objet de travaux souvent qui sont dédiés à leur approche, parce que c'est des choses très spécifiques, des choses très pointues. Nous, on est plutôt sur des choses très générales qui ont plutôt vocation à s'adresser à des larges publics. Donc au contraire, on est peut-être plus justement sur des débutants, peut-être en composition. Moi, j'aime bien l'idée de dire en fait quand on compose, on a une image de où on se situe dans un univers, d'où l'idée de la représentation d'espace. Et de transfert de style pour avoir qu'est-ce qui se passerait, moi j'ai fait ça, je suis pas très satisfait, mais qu'est-ce que tu me proposes d'autre? En tout cas, il y a toujours cette idée de dire que, et ça je pense que c'est très important, on fait des outils qui interviennent ponctuellement dans le processus de composition. Et on est bien plus intéressé par ça que par des outils qui interviennent de manière globale et qui tendent à proposer des solutions de remplacement dans la composition. Donc c'est vraiment, j'ai un problème à un endroit, par exemple, c'est un problème d'harmonisation ou un problème de fingering, et j'ai un outil pour ça, à cet endroit-là, qui me permet ensuite de continuer mon travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Non? Sinon, merci.